En fait, je veux plonger dans un sujet que je trouve super intéressant, mais honnêtement, c'est un peu troublant, c'est un peu méconnu, mais l'idée, en fait, c'est de vous parler des escroqueries financières qui sont liées à l'exploitation des failles du système au Québec, que ce soit par des prête-noms, que ce soit des fraudes fiscales ou utiliser la faillite de manière stratégique, de façon planifiée. Je vais vous parler en fait de certaines personnes qui exploitent les failles des lois ou des mécaniques au Québec pour pouvoir en tirer avantage. Et évidemment, quand ils font ça, ben, c'est au détriment des honnêtes citoyens et de l'ensemble de la société parce que quand quelqu'un ne paye pas sa juste part d'impôts ou qui vole des taxes ou quoi que ce soit, ben nécessairement, ben c'est les autres qui doivent assumer ça. Donc, premièrement, saviez-vous que certaines faillites, que ce soit des faillites personnelles ou des faillites d'entreprise, ben c'est pas toujours causé par des imprévus financiers ou par de la mauvaise gestion. En fait, dans certains cas, la faillite, c'est quelque chose de planifié bord en bord. Et en fait, ça fait partie d'une stratégie qui sert à effacer ses dettes et souvent également à ne pas payer ses impôts. Donc, je vais commencer par les faillites stratégiques du côté des particuliers. Puis après ça, je vais aller du côté des entreprises. Donc, on s'entend, la plupart du monde considère la faillite comme une solution ultime, la dernière solution pour surmonter des difficultés financières et finir par voir le bout. Parce que maintenant, si tu calcules tout ce que tu dois rembourser versus ton revenu, pour certaines personnes, ben c'est littéralement impossible. Donc, dans ce cas-là, ils n'ont pas le choix d'aller voir Raymond Chabot, d'opter soit pour une proposition de consommateur ou pour une faillite. Par contre, c'est pas le cas pour tout le monde, dans le sens qu'il y a quand même une minorité qui vont utiliser de façon calculée la faillite pour éviter de rembourser leur dette. Donc, c'est fait de manière préméditée. Et je vais prendre le cas d'un particulier qui a exploité le système pour échapper à ses créanciers. J'ai vu ça récemment dans le Journal de Montréal et grosso modo, la personne avait contracté des dettes qui dépassaient 165 000. Donc, il a fait ça en faisant des demandes de crédit frauduleuses. Et quand je dis frauduleuse, c'est qu'en fait, dans le fond, il déclarait des revenus qui étaient bien au-dessus de son vrai salaire. Il avait quand même une bonne cote de crédit, mais ça lui a permis, en fait, d'obtenir toutes sortes de prêts, toutes sortes de financements. Et il faut comprendre qu'il n'a jamais eu l'intention de rembourser cet argent-là. L'idée, c'était d'emprunter au maximum, puis après ça, de déclarer faillite. Mais bref, ça lui permettait d'effacer toutes ses dettes, mais c'est pas comme ça que ça s'est terminé. En fait, il y a eu une enquête, puis ils ont réalisé qu'il ne s'agissait pas d'une situation de détresse financière réelle, mais plutôt d'un stratagème qui était planifié. Et à ce moment-là, la justice n'a pas laissé ça impuni. Il a été condamné à 18 mois de prison à domicile pour fraude, parce que faire ça de manière intentionnelle, c'est de la fraude. Et honnêtement, lui s'est fait pogner parce que, tu sais, j'ai lu l'article, c'était quand même assez flagrant, mais il y en a bien d'autres qui sont peut-être plus discrets ou moins extravagants dans leur mécanique, et eux autres s'en sortent sans aucune conséquence légale. Et c'est un peu là le problème parce que ça montre que les lois sur la faillite, qui ont été conçues initialement pour offrir une deuxième chance aux personnes trop endettées, bien, ces mêmes lois-là, ils peuvent être utilisées par des personnes mal intentionnées pour s'enrichir. Quand je dis s'enrichir, c'est aller chercher un paquet de financement puis jamais rembourser tout ça. Et d'ailleurs, la principale raison pour laquelle il y a du monde qui utilise la faillite de façon stratégique, c'est justement pour venir effacer des dettes importantes. En fait, la faillite, ça permet souvent d'éliminer pratiquement toutes les dettes qui sont non garanties. Donc, exemple, un prêt auto, ben ça, c'est un prêt qui est garanti parce que si tu ne le payes pas, ben ils vont finir par reprendre le véhicule pour rembourser une partie de ta dette. Mais tu sais, si on regarde du côté des cartes de crédit,
les marges de crédit personnel ou différents types de financement, ben dans ces cas-là, il n'y a rien à saisir, dans le sens que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a acheté avec ça. Puis là, peut-être, tu sais, un voyage, tu ne peux pas venir saisir un voyage qui a été payé par une carte de crédit, puis après ça, le gars fait faillite. Donc, l'idée, c'est que la faillite, ça permet d'effacer ce type de dette-là sans que le particulier se fasse saisir quoi que ce soit au final. Sinon, malheureusement, il y a une autre raison pour laquelle il y a des particuliers qui vont faire une faillite planifiée. C'est dans le cas où il y a certains particuliers qui accumulent des dettes importantes auprès de Revenu Québec ou auprès de l'ARC, l'Agence du revenu du Canada, et ils décident de faire faillite pour effacer l'ensemble de l'impôt qui devait à l'une ou l'autre de ces autorités fiscales-là. Et souvent, pour ces personnes-là, tout ça, ça a été prémédité dans le sens que il y en a qui passent des années sans faire des déclarations de revenus puis sans payer d'impôts. Et là, au bout d'un temps, ben, ils se font checker par Revenu Québec ou l'ARC. Puis là, Revenu Québec arrive avec une somme importante parce qu'il calcule l'impôt qu'il aurait dû payer, des pénalités et intérêts. Et là, ça y arrive avec une dette de 200 000, mettons. Mais après ça, oublie ça, il va jamais rembourser tout ça. À la place, ce qu'il va faire, c'est de faire faillite pour venir effacer toutes ses dettes auprès des autorités fiscales. Mais il faut quand même comprendre qu'il y a des conséquences graves quand vous faites faillite, dans le sens que ça peut paraître bien le fun de tout effacer ses dettes, mais dans le processus, ben, tu scrapes ton dossier de crédit, puis après ça, c'est pratiquement impossible d'être accepté pour du financement. Et c'est pas juste ça, parce que si tu gagnes au-delà d'un revenu qui est prédéfini, ben, ils peuvent également appliquer une saisie sur ton salaire pendant un certain temps. Parce que, mettons que, je sais pas, tu fais 150 000 par année, ben, tes créanciers, ils vont vouloir ramasser une partie de ton salaire pour rembourser ce qu'ils ont perdu vu que tu as fait faillite. Donc, à ce moment-là, disons que le montant, c'est 1500 $ par semaine. Ben, tout ce qui excède ça, ben, ils vont venir le saisir directement. C'est ce qu'on appelle une saisie sur salaire. Et une dernière chose, ça concerne plus les entrepreneurs, mais dans le cas où tu fais faillite, ben, tu ne peux plus être un administrateur d'une société par action. Autrement dit, techniquement, tu ne peux plus opérer une compagnie incorporée tant que tu n'es pas libéré de ta faillite. Donc, c'est sûr que pour n'importe qui roulait une grosse business, ça peut devenir problématique. Tu n'es plus administrateur de ta compagnie quand tu fais une faillite personnelle. Ce qui m'amène justement à vous parler de la même stratégie de faillite planifiée, mais du côté des entreprises, parce que oui, c'est utilisé également par des propriétaires d'entreprises. Par exemple, disons qu'il y a une compagnie qui accumule des dettes envers Revenu Québec ou l'Agence du revenu du Canada, soit en faisant pas de déclaration annuelle, ou soit ils font juste décider de ne pas payer aucun impôt. Et finalement, quand les autorités s'en mêlent et que là, ils menacent de geler les comptes de l'entreprise, ben, le propriétaire il décide de fermer boutique, il déclare faillite et résultat, ben, la dette fiscale de l'entreprise, elle s'évapore au complet. Parce qu'au niveau des impôts, quand l'entreprise fait faillite, tu ne dois plus rien. Là. Donc, tu ne dois plus rien à Revenu Québec, tu ne dois plus rien à l'ARC. Un particulier, c'est plus difficile de faire ça parce que dans le processus de la faillite, tu peux venir te faire saisir une couple de choses. Dans le cas d'une entreprise, il y a bien des business qui roulent sans actifs. Et dites-vous que dans cette gang-là, il y a des administrateurs qui vont plus loin et qu'après avoir fait faillite au niveau de leur entreprise, ils vont faire également une faillite personnelle dans le but d'éviter la responsabilité qui pourrait être imposée à eux personnellement. Et par exemple, dans le cas des taxes de vente et dans le cas des retenues à la source, quand tu as des employés, ben, l'administrateur de l'entreprise, il est tenu personnellement responsable de cette dette-là. Autrement dit, si ton entreprise fait faillite, Revenu Québec, il peut revenir contre toi au personnel pour récupérer tout ce qui est la TPS-TVQ et les DAS que tu n'as pas remboursés. Donc, c'est dans ces cas-là que le dirigeant de la business, il décide de faire aussi une faillite personnelle
en plus de la faillite de sa compagnie, parce que tu peux vite arriver avec des sommes importantes si tu n'as jamais payé tes taxes de vente, si tu n'as jamais envoyé au gouvernement les DAS que tu as retenus sur les payes de tes employés. Grosso modo, c'est une pratique qui se fait. Je ne vous dis pas que c'est une pratique courante non plus, mais c'est une mécanique qui est possible et qu'il y a des gens qui vont à ce moment-là exploiter. Et c'est malheureux parce que ce soit du côté des particuliers ou des entreprises, quand ces personnes-là ne payent pas le juste part d'impôts, ben nécessairement, c'est les autres contribuables qui vont assumer ça. Et ça coûte des millions de dollars aux autorités fiscales, au gouvernement, qui normalement auraient eu droit à ces sommes-là, que ce soit des taxes de vente, des DAS ou encore de l'impôt. Et en fait, ça ne s'arrête pas là parce que quand une personne devient connue pour ses abus financiers ou qu'elle a fait une faillite ou une proposition de consommateur, puis qu'à ce moment-là, ben, son dossier de crédit est rendu pourri, ben, sa seule alternative pour aller chercher du financement, pour aller chercher un prêt, ben, c'est de se tourner vers ce qu'on appelle un prête-nom. Et un prête-nom, c'est une personne, évidemment, qui prête son identité pour permettre à quelqu'un d'autre soit de contracter des dettes ou même de gérer une entreprise. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, légalement, tu ne peux pas être un administrateur d'une compagnie tant que tu n'es pas libéré de ta faillite. Donc, le concept de prête-nom, ça fonctionne comment? Bien, de un, la personne mal intentionnée va utiliser le prête-nom pour ouvrir des comptes, pour contracter des prêts ou pour relancer une entreprise sous un nouveau nom. Souvent, c'est dans le même domaine, mais comme je vous dis, ça va être au nom de la personne qui prête son identité parce que l'autre personne, légalement, n'aurait pas ni le dossier de crédit, ni légalement la possibilité de le faire. Et à ce moment-là, bien, les créanciers et les autorités fiscales, ils voient juste le prête-nom. Donc, ils ne voient pas la personne qui est véritablement responsable, soit au niveau de l'entreprise ou responsable au niveau des prêts. Et on voit souvent ça du côté des membres de la famille ou des amis qui prêtent le nom parce que ils ont confiance envers l'autre personne. Et en plus, généralement, le gars qui a besoin d'un prête-nom, il peut avoir l'air riche pareil, parce que c'est pas parce que tu fais faillite que tout d'un coup, tu as l'air d'un pauvre. Puis il faut pas oublier que en plus de tous ces revenus qu'il a fait, ça se peut qu'il n'ait jamais payé ses impôts, qu'il n'ait jamais payé de taxes. Fait qu'imaginez tout l'argent que vous auriez de votre côté là, si vous viviez sur votre salaire brut au lieu du net, puis que si vous chargiez des taxes, un 15% supplémentaire, mais que vous ne l'avez jamais envoyé au gouvernement, c'est la réalité de ceux qui fraudent les autorités fiscales, donc ils ont souvent l'air à faire plus d'argent que la situation réelle. Et même dans le cas où il n'y a aucun proche, pas d'amis, pas de connaissances qui veulent leur prêter leur nom, ils peuvent également payer des gens pour les utiliser comme prête-nom. Donc en fait, ils vont juste donner une somme d'argent en échange que la personne soit signe des papiers légaux pour une société par action ou pour aller chercher un prêt, du financement. Par contre, il faut quand même préciser que c'est très risqué pour les personnes qui agissent comme prête-nom parce que, comme je vous dis, finalement, si le gars qui emprunte leur nom, il décide de ne jamais rembourser les prêts ou qu'il utilise la compagnie de manière frauduleuse, sur papier, c'est le prête-nom qui est tenu responsable et c'est donc lui qui va devoir assumer toutes ces dettes-là. Comme je vous dis, aux yeux des créanciers puis aux yeux des autorités fiscales, ils n'ont aucune idée que ce prête-nom-là est quelqu'un qui prête son identité à quelqu'un d'autre. Donc, le rôle de prête-nom, c'est quelque chose qui est excessivement risqué parce que vous assumez tout ce que la personne fait en votre nom. Et tant qu'à parler d'escroquerie, je veux aussi vous parler de quelque chose qui est relativement présent du côté des travailleurs autonomes ou des petites entreprises. En fait, c'est qu'il y a du monde qui facture les taxes de vente même s'ils ne sont pas inscrits au fichier de la TPS-TVQ. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que sur une facture, ils ajoutent la TPS qui est de 5%, ils ajoutent la TVQ qui est un autre 10%. Donc, ils ajoutent à leur facture l'équivalent d'un 15% supplémentaire, mais au lieu
de remettre les taxes au gouvernement, ils les gardent dans leur poche. Donc, disons que quelqu'un te facture 500$ plus taxes pour un service. Tu payes donc 575$ au total. Et disons que cette personne-là n'est pas inscrite au fichier de la TPS-TVQ. Bien, logiquement, il garde les 75$ dans ses poches, ce qui revient à une augmentation illégale de son revenu. Donc ça, c'est super important de regarder ça. N'importe quelle facture, quand il y a de la TPS-TVQ, il devrait avoir les numéros de taxes d'inscrits. Ça va être 2 numéros, un qui va terminer par RT 0001, puis l'autre c'est TQ 0001. Et ces numéros-là, vous pouvez les vérifier en ligne pour être certain qu'ils sont valides. Parce que si vous payez des taxes qui ne sont pas réellement des taxes, ben vous payez un 15% supplémentaire que le gars se met directement dans les poches. Et c'est pas juste ça, du côté du B2B, là, d'une entreprise à l'autre, ben moi de mon côté, je facture des taxes quand j'offre des services, quand je vends des produits. Puis de l'autre côté, ben quand j'achète quelque chose, produit ou service, ben moi aussi je paye des taxes. Et au bout du trimestre, bon ben je prends ce que j'ai chargé comme taxes, moins les taxes que j'ai déjà payées, la balance, j'envoie ça au gouvernement. Sauf que là, si moi je viens déduire des taxes de quelqu'un qui n'est pas inscrit aux taxes, ben, en ce moment-là, je suis en train d'enlever un montant qui est comme illégal et c'est moi qui pourrais se retrouver dans le trouble. Donc, c'est important quand tu es en affaires d'aller contre-vérifier que tes fournisseurs sont bel et bien inscrits au fichier de la TPS-TVQ pour être certain que tu peux déduire ces sommes-là et aussi que tu ne leur donnes pas un 15% supplémentaire pour rien. Et ça, malheureusement, ben, c'est une autre arnaque qui existe. On voit ça plus souvent du côté des petites entreprises qui chargent des particuliers parce qu'au niveau des particuliers, on n'a pas le réflexe d'aller contre-vérifier au fichier de la TPS-TVQ. On assume que le commerçant est legit puis que s'il nous charge 15% de plus, c'est-à-dire les taxes, ben, c'est réellement des taxes de vente que lui va remettre au gouvernement. Donc, comme je vous dis, il y a manière de checker ça en ligne. Logiquement, vous n'allez pas faire ça avec tout le monde non plus. Tu sais, tu vas chez Best Buy, je ne suis pas trop inquiet au niveau de la TPS-TVQ. D'après moi, ça a été contre-vérifié 100 fois. Mais si vous allez, par exemple, à un lave-auto ou chez un barbier qui vous donne une facture puis qui vous charge des taxes, ça serait peut-être une bonne idée de contre-vérifier qui est réellement inscrit au niveau du fichier de la TPS-TVQ. Sinon, pour finir, je vais vous parler d'un autre abus et ça concerne les fameuses garanties. Donc, je donne un exemple. Il y a un entrepreneur qui promet une garantie de 10 ans sur la main-d'œuvre suite à ses travaux. Et là, après 2 ans, ben, il ferme son entreprise. Puis là, à ce moment-là, ben, ça laisse tous ses clients sans recours, dans le sens que la garantie était au nom de l'entreprise. L'entreprise fait faillite, bon, ben, t'as pas, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas courir après le gars personnellement. Et en plus de ça, ben, quelques mois plus tard, ben, le gars, il peut repartir une nouvelle entreprise avec un nouveau nom et il peut opérer exactement dans le même domaine. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut voir assez régulièrement dans des types de produits ou de services qui viennent avec une garantie sur la main-d'œuvre qui est donnée directement par l'entrepreneur. Souvent, des garanties sur des produits, les garanties sont données par le manufacturier, ce qui veut dire que même si ton entrepreneur fait faillite, ben, ta garantie est à ton nom auprès du manufacturier. Donc, que tu prennes les services de l'entrepreneur initial ou de n'importe qui d'autre, tu devrais avoir droit à tes garanties du côté du manufacturier. Donc, quand on parle de garantie qui dépasse 1 an ou même de dépôt, là, si quelqu'un vous demande un dépôt, bien, pour moi, la première étape avant de laisser un dépôt ou de croire aveuglément à une garantie de 15 ans, 10 ans, 20 ans, peu importe, bien, c'est d'aller contre-vérifier au niveau du registraire des entreprises du Québec. Et à ce moment-là, avec le nom de l'entreprise, vous allez être en mesure de voir ça fait combien de temps qu'elle est en opération à partir de la date qui a été immatriculée. Est-ce qu'elle opère sous d'autres noms? C'est qui les administrateurs? Puis à ce moment-là, au moins, ça vous donne une petite idée si l'entreprise est le moindrement legit. Encore là, c'est pas parce que tu es inscrit au registraire des entreprises puis que ton entreprise n'est pas sous faillite, c'est-à-dire qu'elle n'est pas détenue par un syndic sous faillite. Ça ne veut pas dire que la compagnie est legit non plus. Par contre, généralement, des compagnies que ça fait plus de 5 ans qui sont en opération, vous êtes un peu plus sécure lorsque vous allez donner un dépôt
ou que vous faites confiance aux garanties qui sont inscrites sur le contrat. Donc, c'est une manière un peu de venir vous sécuriser. Sinon, une autre chose que vous pouvez faire, c'est d'aller consulter l'Office de la protection du consommateur, l'OPC, pour aller voir s'il y a des plaintes ou des mises en demeure envers l'entreprise. Dans ce cas-ci, il faut évidemment que l'entreprise ait un permis auprès de l'OPC. Donc souvent, c'est un numéro à 6 chiffres. Donc vous pouvez aller vérifier sur le site web de l'Office de la protection du consommateur, soit avec son numéro de permis ou directement avec le nom de l'entreprise. Mais encore une fois, il faut que l'entreprise soit inscrite volontairement à l'OPC. Donc, ce n'est pas le cas de toutes les entreprises avec lesquelles vous allez faire affaire. Donc, pour les compagnies qui sont inscrites à l'OPC, premièrement, ça peut vous rassurer. Là, je veux dire, tu ne vas pas chercher un permis auprès de l'Office de la protection du consommateur si tu es pour aller frauder des gens. Et l'autre chose, avec le permis de l'OPC, comme je vous dis, vous pouvez aller voir s'il y a des plaintes ou s'il y a des mises en demeure parce que toutes ces informations-là sont publiques sur le site web de l'OPC. Donc, pour conclure l'épisode, les cas de faillite stratégique, les fausses taxes, les prête-noms, puis tous les entrepreneurs qui offrent des garanties sans les honorer ou qui volent des dépôts, tout ça, ça démontre qu'il y a des failles majeures dans notre système. C'est des pratiques qui coûtent cher non seulement aux consommateurs qui sont floués, mais aussi à toute la société parce que ça vient de un, diminuer la confiance envers les entrepreneurs et de deux, ça augmente les coûts pour les contribuables qui sont honnêtes. Et là, quand même, je tiens à faire une précision. Oui, il y a certaines personnes qui utilisent la faillite comme un stratagème, mais quand même, la majorité des faillites personnelles au Canada, ils sont liés à des facteurs majeurs comme des pertes d'emploi, des divorces ou des problèmes de santé. Donc, ça reste des abus qui sont minoritaires. Donc, il ne faut pas arriver puis stigmatiser ceux qui utilisent la faillite de bonne foi. Donc sur ce, soyez vigilants, assurez-vous de faire vos vérifications avant de signer quoi que ce soit, puis dites-vous que si ça paraît trop beau pour être vrai, souvent c'est probablement le cas. Donc je termine l'épisode là-dessus, j'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à vous abonner, à laisser un commentaire sur Apple Podcasts, ou à vous abonner également à ma chaîne sur YouTube. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.